Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à tous et à toutes. Ici Jocelyne Adrian-Meptoul, depuis l'ONU à New York, qui célèbre cette année les 30 ans de la Conférence mondiale des femmes de Pékin en 1995, qui a constitué une étape historique dans l'évolution des droits des femmes au niveau international. En effet, les 189 pays rassemblés à Beijing ont unanimement promis de, je cite, faire progresser ces objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes dans le monde entier. À l'occasion de ces 30e anniversaire, Femmes du Monde et réciproquement a choisi de réaliser sur place, au siège des Nations Unies, une série spéciale de 6 interviews portraits de femmes engagées des 5 continents, avec le soutien spécifique de la Fondation Raja Daniel Marcovici. Aujourd'hui, nous recevons la Française Monique Dantal, une féministe historique, qui était à Pékin en 1995 pour cette fameuse conférence des femmes, elle aussi historique. Bonjour chère Monique. Bonjour Jocelyne. Vous êtes une militante féministe de longue date, toujours en activité. Est-ce que je peux dire votre âge? Oui, absolument. 83 ans? C'est ça, bientôt 83. Bientôt 83 ans. Et ça ne se voit toujours pas. C'est les luttes qui conservent. Oui, certainement, mais en tout cas, bravo. Vous avez fondé le collectif de pratique et de réflexion féministe Rupture dans les années 1970. Cette structure promeut un féminisme universaliste, laïque, paritaire, antiraciste et écologiste, qui agit sur le plan national, européen et international. Pour vous, Monique, le féminisme demeure le principal levier de transformation sociale, une lente révolution pacifiste pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous étiez donc à Pékin en 1995, il y a 30 ans, à la 4e conférence mondiale sur les droits des femmes de Pékin. Racontez-nous comment c'était et pourquoi c'était si important. Alors nous étions 7 personnes du collectif et du réseau féministe Rupture, dans une délégation donc avec la coordination française pour le lobby européen des femmes, la CLÉ, qui avait, elle, le statut de l'UNECE, c'est-à-dire des ONG. Nous n'avions pas le statut, mais la situation particulière qu'avait donc offerte Madame Yvette Roudy, qui était à l'époque ministre des Droits des Femmes, c'était que toutes les associations de femmes en France qui souhaitaient participer à la conférence de Pékin pouvaient s'y rendre. Et elle avait donné d'ailleurs un petit financement pour pouvoir permettre aux petites associations d'y aller et de participer surtout à la préparation, parce que la préparation a duré 2 ans. C'est-à-dire, il n'y avait pas de mail à l'époque. Bien sûr, voilà. Oui, faut se figurer comment nous pouvions échanger dans le monde entier, puisqu'il a fallu d'abord préparer la conférence de la région Europe de l'ONU, l'UNECE, et donc il fallait qu'on échange. Donc c'était des courriers qui mettaient 8 jours pour arriver. Enfin bon, c'était énorme. Le téléphone n'était pas gratuit, il n'y avait pas WhatsApp. Exactement, bien sûr, exactement. C'était très cher les communications internationales. Absolument. Donc on se répartissait entre les militantes pour pouvoir effectivement téléphoner et avoir des informations sur ce que faisaient et préparer les autres délégations. Et ça a été quelque chose de très important à l'époque parce que ça nous a appris véritablement à travailler ensemble en réseau et à préparer justement la conférence de Pékin, parce qu'elle avait quand même un contenu particulier du fait du contexte international dans le monde. Il ne faut pas oublier que quand même Pékin arrive bien après mai 68, mais aussi dans toute la période des années 70, 75, 80, 90, où là, vraiment, on voit émerger sur la scène internationale les mouvements de femmes et de féministes comme une force incontournable pour les États. Donc, c'est ça que les États ont reconnu à l'époque. C'était ça qui était vraiment exceptionnel. Oui, c'était ça qui était exceptionnel et qui était dans le sillage de tous les mouvements émancipateurs coloniaux de l'époque.
Voilà, donc ça a eu un rôle très très important et beaucoup d'associations de femmes ont aussi fait leur expérience à partir aussi des mouvements sociaux de l'époque et de certains mouvements politiques. Mais c'était surtout les mouvements sociaux de l'époque qui émergeaient véritablement comme une force collective importante. Donc Pékin, la 4e conférence mondiale de Pékin sur les droits des femmes, elle a eu quand même un statut tout à fait particulier, d'abord parce que c'était la 4e, faut pas oublier que quand même il y en avait eu 3 avant, qui avaient aussi leur cheminement, mais qui n'avaient pas autant d'importance parce que d'abord les associations en ONG, les associations de femmes et de féministes, avaient un statut d'observatrice dans ces conférences précédentes. À Pékin, ce qui est nouveau, c'est que l'ONU décide et demande aux États qui le votent que les ONG, pour reconnaître justement leur rôle, aient un statut de partenaire, de partenariat. C'est-à-dire que tout à coup, nous avons été amenés à devoir nous former et à penser comment nous allions négocier avec les États, avec nos délégations étatiques. Voilà. C'est-à-dire l'État français, mais l'État européen, ceux qui représentaient l'Europe, puisque dans les conférences mondiales, c'est l'Europe qui parle au nom de tous les pays européens. Donc nous avons eu des réunions de préparation avec le ministère des Droits des Femmes de l'époque, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut bien voir que les choses ont beaucoup changé de ce côté-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme nous étions des partenaires, il fallait que l'on sache, nous, quelles étaient les positions de la France et le rapport de la France, son contenu, et eux nous demandaient ce que nous en pensions et comment on pouvait modifier les uns et les autres les positions que nous avions. Ça, c'était quelque chose de capital. Et puis, ce qui a beaucoup compté, c'est qu'on a été amené, du fait de ces événements et du contexte international, à avoir des solidarités internationales de femmes. C'est-à-dire que tout à coup, on a découvert qu'est-ce que c'était la sororité, au sens solidarité féministe et de femmes. Et ça, avant, on n'avait pas pu le faire véritablement au niveau mondial. Là, je parle, parce qu'au niveau français, il y avait eu déjà des rencontres, dans chaque pays, mais pas au niveau mondial. Donc ça a été très important de réaliser à quel point notre force collective était dynamique et était puissante. Puisqu'elle a obtenu des résultats. Bien sûr. Voilà. Alors justement. La conférence, il ressort de cette conférence de Pékin, enfin la déclaration et la plateforme, il ressort que 12 objectifs prioritaires ont été retenus comme les points focaux sur lesquels les États devaient se concentrer pour faire avancer l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y avait 17 chapitres quand même dans la plateforme finale d'action sur lesquels les États et les ONG ont négocié, mais il y a eu 12 points sur lesquels il fallait qu'ils mettent en œuvre des politiques institutionnelles chargées des droits des femmes. C'était ça la nouveauté aussi. Les États devaient non seulement mettre en œuvre des politiques institutionnelles en matière des droits des femmes, mais aussi, ce que nous avons exigé, et ça c'est quelque chose parce qu'on l'a négocié également, c'est qu'il y ait une évaluation tous les 5 ans. C'est ça, que les États soient redevables de leurs actions. Voilà, exactement. Donc, qu'on puisse avoir un suivi tous les 5 ans, et ce qui va se passer là, dans les jours qui viennent, et en ce moment, c'est effectivement cette évaluation, mais sur l'ensemble des chapitres. Là, ça clôt une période très, très importante, Alors, néanmoins, donc, ces 12 objectifs principaux, c'était la pauvreté, l'éducation et la formation des femmes, troisièmement, la santé. Quatrièmement, la violence contre les femmes. Cinquièmement, la condition des femmes dans les conflits armés. Et on sait combien c'est devenu prioritaire aujourd'hui. L'économie, le pouvoir et la prise de décision. La parité. En France, ça s'est parlé de la parité. Absolument. Les mécanismes institutionnels. Alors, les mécanismes institutionnels, c'est ce dont vous parliez quelque part. C'est cette redevabilité des États, c'est les évaluations, c'est le fait de mettre en œuvre et comment on met en œuvre selon des règles précises. C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire que ce qui est nouveau aussi à la conférence mondiale sur les droits des femmes de Pékin, la 4e, c'est que comment les États allaient mettre en œuvre. Et là-dessus, on a eu des idées clairvoyantes quand on a négocié avec les États sur la base de tout le travail qu'on avait fait antérieurement. C'est qu'on leur a dit, il faut que vous fassiez du mainstreaming. C'est-à-dire, il faut voir qu'en toute chose, il y a une perception des femmes
à partir de leur situation et à partir de l'approche féministe de la société. C'est ça qui a été nouveau, hein. Et les États l'ont intégré complètement, puisqu'à partir de 1995, on le voit bien quand on revient en France, toutes les politiques institutionnelles demandent à tous les ministères de quelle manière ils vont appliquer l'égalité homme-femme dans leur propre portefeuille. Oui. Je termine juste la liste et on y bien revient. Sûr. Donc, 9e point prioritaire, les droits humains des femmes. Très important qu'ils reconnaissent les droits humains des femmes, parce que jusqu'alors, ils n'étaient pas conçus comme des droits humains, puisqu'on parlait des droits de l'homme, qui incluaient, soi-disant, les droits des femmes. Et on sait très bien que l'universel s'arroge le masculin, donc il n'y a pas de droits des femmes en particulier. Et là, on renoue avec quelque chose qui a été très important aussi, parce qu'on l'a démontré à partir de là, c'est que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'Olympe de Gouges dit que les femmes font partie des droits humains fondamentaux. Et la conférence mondiale, dans les textes qu'elle signe, elle renoue avec ça. Absolument. 10e point, les médias, communication. 11e, l'environnement. Et 12e objectif prioritaire, les petites filles. Est-ce que vous pensez, vous, que ces points étaient pertinents ? Est-ce qu'ils sont tous toujours d'actualité ? Est-ce qu'il y en a qu'il faudrait supprimer parce que les objectifs sont atteints ? Ils sont toujours pertinents parce qu'on n'a jamais été suffisamment loin en matière de droits des femmes. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction de la situation économique, mondiale et politique, des droits des femmes reculent, quoi. Hein, c'est-à-dire que, bon, on est tributaire complètement quand même, hein, au niveau de nos droits, comme pour tous les mouvements sociaux d'ailleurs en général, de ce qui se passe au niveau mondial, des rapports de force, Bon voilà, à l'heure actuelle c'est compliqué parce qu'on est dans un nouveau paradigme, hein, de répartition du monde, des forces mondiales, donc ça s'appuie aussi sur voilà, une régression en matière de droits des femmes dans certains domaines. Mais en tout cas, ils sont toujours pertinents parce que les droits des femmes, nulle part, il n'y a d'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Avec des degrés divers, bien sûr. Oui, parce que ce qui a été très important effectivement à Pékin, c'est que les ONG de femmes et de féministes ont démontré que, quelle que soit la situation que les femmes vivent dans le monde, elles ont, elles, quelque chose d'incontournable qui leur permet de penser les luttes pour leurs droits, c'est qu'elles sont, en fonction du lieu où elles se trouvent, en fonction de la culture, de l'économie, du pays où elles se trouvent, toutes les femmes ont en commun d'être opprimées par la société patriarcale. Et que cette société patriarcale, elle existe partout dans le monde. Elle n'existe pas seulement dans les pays qu'on disait à l'époque en développement, qu'on dit aujourd'hui émergents, mais elle existe y compris dans les pays riches, hein, ou qu'on dit riches. Et que c'est ça qui fait l'unité dans la diversité des situations des femmes dans le monde. C'est ça, c'est le fait que nous sommes donc opprimés parce que le système patriarcal est aussi important que le système capitaliste. Ils s'alimentent mutuellement. Et que donc pour changer la société et changer la situation des femmes et des hommes dans le monde, il faut lutter contre le système patriarcal. C'est pour ça qu'un des mots d'ordre des années 70 du mouvement de libération des femmes, c'était « sans libération des femmes, pas de changement de société ». C'était un des mots d'ordre qu'on avait dans les manifestations et ça voulait dire beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été prouvé par la suite et qui se prouve encore, quoi. Alors, donc, on est d'accord, ces priorités, elles restent pertinentes 30 ans après. Alors, il y a eu des avancées quand même, hein. Oui. Heureusement, d'ailleurs. Par contre, il y a des stagnations. Il y a même des façons, disons, de piétiner un peu, hein, dans certains domaines. Et puis, il y a des reculs notoires. C'est-à-dire que ce qu'on voyait déjà à Pékin, lorsqu'on s'est beaucoup battu et on s'est affronté aux ONG d'ailleurs, hein, qui étaient présentes d'États intégristes et de pouvoirs politico-religieux, aujourd'hui ça se pose encore complètement, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu de cesse, depuis cette période, d'abord ils ont commencé à dire, écoutez, nous, on ne veut plus du terme égalité, on veut le remplacer par équité. C'est pas du tout la même chose, bon. Mais on s'est dit, oulala, si on commence comme ça veut dire qu'on met en cause l'universalité des droits des femmes, quoi. Hein, on n'est plus dans l'universel, là. Toutes les femmes ne sont pas opprimées parce qu'elles sont des femmes par le système patriarcal. Donc, de fait, il a fallu, nous, qu'on s'affronte et qu'on fasse des alliances. Et ça n'a pas été difficile, hein, avec les femmes iraniennes qui étaient sur place, qui se battaient contre la lapidation, déjà, avec des femmes de Maghreb 95, qui étaient les femmes algériennes, et des femmes du Maghreb, avec des femmes d'un certain nombre de régions du monde. On s'est retrouvés ensemble
pour manifester dans une séance justement des États. Alors au lieu de manifester, vous aurez fait partir si effectivement on avait dit des choses, on avait mis devant nous, sur les pancartes qu'on avait, le refus justement du terme équité. Et on tournait tout autour de la salle. Et là, on n'a pas pu nous faire partir, par exemple. Et tous les États qui étaient présents, les délégués voyaient ce qu'on avait écrit en anglais, en espagnol, enfin bon. Et c'était formidable par rapport à ça. Justement, il devait régner une ambiance assez exceptionnelle avec les 17 000 personnes qui s'y pressaient au niveau des ONG. C'était une grande effervescence. Une grande effervescence, et puis aussi parce que c'était la première fois qu'on avait la possibilité et la capacité d'exprimer nos révoltes, nos demandes, nos exigences ensemble avec d'autres, donc on se sentait forte. Et puis on savait aussi que du côté de l'État français, par exemple, on était soutenu par rapport à certaines revendications. Par exemple, la parité dont on parlait, là, qui est nommée à l'égalité dans la vie politique. La parité, c'était déjà une revendication qui existait depuis 1984 en France par rapport aux associations et qui a d'ailleurs pris de l'essor et à Pékin, ça a été très important. Moi, j'avais organisé justement les ateliers concernant la parité, la lutte contre les intégristes religieux et déjà la question de la lutte contre le système prostitutionnel qui a été le point focal à Pékin. Ça a émergé de Pékin, cette question-là. Ah, d'accord. Oui, c'est très important de voir qu'aujourd'hui, 30 ans après, on est encore, je dirais pas le balbutiement, parce qu'on a quand même obtenu la loi de pénalisation du client en France. Oui. Et puis par ailleurs, évidemment, ça se répercute sur les ONG automatiquement, mais en plus de ça, à l'heure actuelle, il y a des phénomènes de développement de la traite de la prostitution à travers, évidemment, le passage des personnes réfugiées et immigrées. Le statut de l'immigration, malheureusement, on voit que beaucoup de personnes sont dans la prostitution parce qu'il faut aussi qu'elles arrivent à vivre, quoi. Oui. Donc, il y a des choses par rapport à ces questions-là qui sont à l'heure actuelle assez déterminantes, même pour voir comment continuer à travailler sur la question de davantage de droits pour les femmes. Ce qu'on a fait aussi avancer, et c'est pas des moindres, c'est qu'au niveau du discours et du langage, des analyses, il y a des choses qui ont bougé. Par exemple, dans les mouvements féministes, on ne parle pas seulement de violence à l'encontre des femmes, ce que mettent les États dans leur plan, ce qui est normal, ils ne peuvent pas mettre d'autres choses. On parle de féminicide. Et féminicide, c'est un autre terme. Parce que féminicide, immédiatement, ça fait référence à un continuum des violences. Jusqu'à présent, les États ne reconnaissent pas encore véritablement que toutes les violences dont les femmes sont victimes, c'est un continuum lié à la société patriarcale. Donc, il y a des choses très intéressantes qui émergent comme ça et qui viennent des mouvements féministes qui continuent à travailler. Mais il y a d'autres éléments qui, aujourd'hui, sont prépondérants pour arriver à avancer sur les droits des femmes. Et au niveau mondial, là, je pense, parce qu'il ne faut pas se situer seulement au niveau de son pays, il faut toujours faire le lien avec la situation des femmes dans le monde, qui se répercutent dans nos propres États, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, tout est mondial et on n'y échappe pas. C'est tout ce qui concerne les reculs concernant les femmes qui vivent dans des États sous régime intégriste religieux. Alors, je m'attaque pas du tout là à la question de la religion, parce que la religion, la laïcité fait que chacun peut croire et c'est pas un problème pour moi. Mais par contre, quand une religion est religion d'État, ça change tout, parce que ça passe d'abord par la maîtrise des femmes et le fait qu'elles doivent rester à la maison. Mais on assiste quand même à une recrudescence d'attaques vis-à-vis, on le voit bien avec la situation des femmes iraniennes, mais la situation surtout des petites filles et des femmes afghanes. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où l'être humain n'existe pas. Ce qui est refusé, c'est leur statut d'être humain. Donc on est revenu complètement sur la plateforme finale d'action de Pékin qui reconnaissait que les femmes étaient de l'ordre des droits universels. Vous voyez, donc là-dessus, moi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de revendications portées par des associations féministes et de femmes en France, qui est par exemple le fait de reconnaître, de la même manière qu'on a reconnu à un moment donné la lutte contre le racisme, il faut qu'on reconnaisse au niveau international l'apartheid de sexe. C'est-à-dire que si on ne fait pas prendre en considération par peut-être l'État européen qui peut être un petit peu plus avancé, les États européens c'est une bagarre qu'on mène là, qu'on va mener dans les négociations. L'apartheid de sexe, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que à travers l'apartheid, on met les femmes en Iran, et ça pourrait venir après ailleurs, on les met dans une situation d'esclavage, quoi.
Parce que, quand même, ce que vivent les femmes afghanes et les petites filles afghanes, c'est la pointe exacerbée du système patriarcal à l'heure actuelle. Et ça, on ne peut pas l'accepter quand on est une féministe et quand on se bat pour les droits des femmes, quelle que soit la région du monde où on peut avoir des situations beaucoup plus avancées. Mais tant qu'on n'aura pas obtenu le refus de la part des États de ces situations-là et la condamnation des États justement qui l'entretient, on ne pourra pas avancer sur l'ensemble des droits des femmes. De mon point de vue, c'est ce que je pense. Et c'est une grosse bataille là qu'on va mener parce que il est évident que les solidarités internationales de femmes, c'est ce qui doit nous rendre capables de pouvoir à la fois négocier avec les États, y compris qui sont dans des négociations où ils ont besoin de faire reconnaître au niveau des rapports de force économiques la place de l'État et son rang dans la course mondiale au capitalisme néolibéral et illibéral surtout maintenant. Mais par rapport à ça, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des droits des femmes et des femmes les plus fragiles. Donc là, il y a de notre part une nécessité de solidarité qui doit se concrétiser. Et pour qu'elle se concrétise, elle doit être traduite dans les textes au niveau des décisions finales de plateforme qui sortira, parce qu'il y aura un texte. Et on va voir, est-ce qu'il va y avoir, entre guillemets, comme ça se produit dans chaque conférence mondiale, puisque vous savez qu'il y a des débats entre les États, mais qu'à un moment donné, vous avez certains États qui peuvent dire « non, je ne suis pas d'accord avec ça », donc on le met entre guillemets, et la plateforme finale, elle ne reprend que les éléments où il y a eu accord. Donc ça, les négociations vont être importantes là-dessus. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le fait qu'on soit présente va être déterminant pour voir comment les États vont se positionner. C'est pour ça que il faut toujours agir sur deux jambes, à la fois ce qui pourrait être considéré comme être de la réforme, dans les grandes structures internationales, mais aussi les luttes concrètes sur le terrain. Les deux s'articulent. Je mesure le chemin parcouru. Et le chemin parcouru, il est immense et il est très important quand on voit ce qu'ont été, même dans le pays d'où je viens, la France, les années 60, les années 50, on voit bien à quel point les choses ont changé dans la vie des femmes. Moi, j'ai quand même connu la période où j'ai dû demander à mon mari l'autorisation de retirer de l'argent en banque. Oui, enfin, je veux dire, je suis d'une génération où on mesure, et on a la chance de vivre encore à l'âge que j'ai, on mesure le chemin parcouru parce qu'il y a eu des luttes pour les droits des femmes et que ces luttes ont permis aux États de bouger. Donc ça m'émeut, parce que quand je fais le retour en arrière sur ma vie, je suis heureuse de voir que j'ai eu un parcours et une chance inouïe de vivre plein de situations de révolution. Enfin, quand on a connu à la fois les luttes pour la décolonisation en Algérie, contre la guerre du Vietnam, ensuite mai 68, le mouvement féministe et les luttes que nous avons menées et tous les droits qu'on a obtenus depuis, moi je me dis que j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance et je voudrais bien que toutes les générations qui arrivent aient cette même chance aussi. Et puis, ce que je dirais, c'est que ce qui me motive, c'est de faire en sorte que je puisse à la fois transmettre toute cette force, cette résistance qu'on a dû mener pour en faire quelque chose qui soit construit et qui donne des repères aux générations d'aujourd'hui. Disons que pour se projeter dans l'avenir et se situer dans le présent, il faut avoir la connaissance du passé. Absolument. On porte un message qui est l'égalité n'est pas atteinte et il faut continuer à se battre. Absolument. Et que donc les jeunes, c'est ça qu'elles doivent effectivement continuer à faire. Et donc pour les 30 ans qui viennent, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la priorité selon vous ? Je ne crois pas qu'il y ait une seule priorité. Il y a plusieurs axes parce qu'ils sont complètement liés les uns aux autres, quoi. Mais il y a certainement un axe, qui donne des orientations, enfin qui permet de pouvoir consolider la situation d'égalité. Je pense que c'est les axes qui tournent autour de, à la fois la lutte contre tous les intégrismes religieux, parce que on sait très bien que les religions n'ont qu'un seul objet, c'est d'inférioriser les femmes, leur statut pour les rendre dépendantes uniquement de la famille, quoi. Donc, il y a cette question-là qui est incontournable pour moi, mais il faut qu'elle soit accompagnée d'autres types de manifestations, c'est-à-dire de quelle manière aujourd'hui on fait en sorte que les femmes ne soient plus des êtres humains. C'est tout ce qui se passe au niveau du système prostitutionnel. Donc là-dessus, c'est incontournable aussi. Et puis, il faut faire en sorte que les femmes qui sont en situation professionnelle puissent trouver une réelle égalité
à la fois dans les salaires, quand même, quand on pense qu'une loi existe depuis 1987 et qu'elle n'est toujours pas appliquée en France et en Europe, quoi. Donc, et puis toute la question qui est à maintenir, c'est-à-dire tout ça, ça se lie. En fonction des moments, en fonction des périodes, en fonction des pays, il peut y avoir des priorités différentes et ça, faut l'accepter. Mais par exemple, la question de la contraception et du maintien de l'interruption volontaire de grossesse et d'obtenir qu'ils existent dans un certain nombre de pays du monde qu'ils n'ont pas, c'est une bataille qui est déterminante pour l'autonomie des femmes. Sinon, il n'y a pas d'autonomie. Il y a quand même une chose qui est très très importante, c'est que la contraception, l'IVG, c'est ce qui a permis aux femmes non seulement d'être libres, parce que à un moment donné, ce droit-là, avec aussi la reconnaissance du viol comme crime, ce droit nous a permis de dissocier la sexualité de la reproduction. Et c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire que tant que les femmes sont condamnées à devoir faire des enfants ou s'occuper de la famille, il ne peut pas y avoir d'émancipation. Alors, il y a 2 types de bilans. Il y a le bilan par rapport donc à tout ce qu'on a pu travailler ensemble avec les ONG. Et puis, il y a le bilan par rapport à la déclaration finale des États. Le bilan du côté des ONG, je le trouve assez mitigé. Parce que nous avons eu quand même beaucoup de contacts, mais il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de possibilités pour les ONG de se rencontrer. Il y avait des conditions de travail qui n'étaient pas adéquates à ce qu'on avait connu les autres années. Par exemple, plus du tout de traduction en français. Ça peut éliminer un certain nombre de personnes qui peuvent être gênées pour la compréhension de l'anglais. On n'avait pas non plus des groupes qui s'étaient organisés pour traduire comme ça individuellement dans des petits groupes, comme on a pu le faire les autres années pour les femmes qui venaient, qui n'avaient pas de connaissances suffisantes de l'anglais. Et puis surtout, il n'y avait pas véritablement de lien qui était fait dans tous les ateliers que j'ai suivis entre ce qui avait pu se passer à Pékin, avec la continuité de l'ensemble des activités et des engagements, y compris sur les thématiques qui étaient travaillées dans les ateliers. On ne saisissait pas du tout pour quelles raisons on pouvait s'inscrire dans une démarche sur un long terme et qui permettait de prévoir, par exemple, ce qui peut se passer d'ici 2030, puisque quand même la conférence, elle s'inscrit dans un processus à 2030. Et là, voilà, ça manquait complètement. On a l'impression de ressasser, de refaire les mêmes choses, c'est-à-dire les états des lieux. Les états de lieux, en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par ailleurs, en France, quand même, on se rend suffisamment au courant de tout ce qui peut se passer dans le monde pour pouvoir le connaître. Mais là, même l'état des lieux était très limité au pays. C'est-à-dire que ce n'était pas un état des lieux prospectif, même en introduisant le monde, quoi. Donc ça, c'est très, très différent de ce qu'on a fait dans le passé et ça manque. Ça manque parce que je ne vois pas comment on peut s'inscrire dans un processus dynamique avec des perspectives et des décisions. Voilà, ça, c'est un gros, gros problème. Mais bon, le bilan du côté des États, pour moi, il est assez négatif. Alors, c'est pas étonnant étant donné la situation mondiale, mais il est négatif parce que quand même il y a des points qui étaient très importants pour lesquels on s'est beaucoup battu qui ne sont pas repris. Gender equality, parity equality, tout ça ça n'existe plus, quoi. Et puis bon, toutes les questions autour de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont citées, mais quand même les viols en temps de guerre, toutes les revendications qu'on avait pour que les femmes soient présentes dans les processus de décision de paix, tout ça n'existe pas. Donc, pour moi, c'est plutôt régressif comme résultat. Je ne pense pas que ça mobilise beaucoup. Ça peut contribuer au contraire à un défaitisme. Et il ne faut pas qu'on ait ça parce que rien n'est perdu. Et quand c'est difficile, il faut continuer à se battre. On le sait très bien, nous, dans notre génération. Donc, il faut se projeter par rapport à 2030 et il faut continuer la lutte et continuer le travail. Merci beaucoup, Monique. Dernière question. La question que vous auriez aimé que je vous pose. En fin de compte, que va-t-on advenir ? Et vous avez la réponse ? Elle serait trop longue à dire là maintenant. Merci beaucoup, chère Monique Dantal, pour ce témoignage précieux et cette analyse si pointue de la situation des droits des femmes dans le monde. Merci à toi, Jocelyne, merci beaucoup. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Ce podcast a été réalisé depuis les Nations Unies à New York. Merci à notre partenaire exclusif, la Fondation Raja Daniel Marcovici. Merci à toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.